يبدأ مؤتمر Women on the Front Lines ووفل بنسخته السابعة مع حوار مع السياسية الفرنسية إليزابيث جيغو رئيسة أنا ليند فاونديشن التي شغلت مناصب رفيعة في فرنسا وكانت أول امرأة تشغل منصب وزيرة العدل. يحاورها زياد مخول أحد رؤساء التحرير في جريدة لوريان لو جور. Sabah Nour, bonjour, good morning. Quand mon ami depuis 20 ans, Maïchidia, m'appelle à chaque fois pour me dire « Est-ce que tu veux bien ?» Je l'arrête tout de suite, je lui dis « Oui, bonjour Madame la Ministre ». Je lui dis oui tout de suite sans savoir ce qu'elle va me demander, c'est comme ça depuis toujours. Et cette année, quand elle m'a appelé, j'ai souri. J'ai souri parce qu'elle m'a dit « Il y a Elisabeth Guigou et tu seras avec Elisabeth Guigou ». J'ai souri parce que pas parce qu'elle préside avec énormément de poigne et de grâce une fondation indispensable pour le dialogue des cultures aux quatre coins de la Méditerranée, qui est la fondation Anna Lindh. J'ai souri pas parce que depuis tout petit, ayant grandi très près des jupes de ma mère et de mes trois sœurs, fasciné par les femmes, leurs combats, je me suis souvenu de cette ambition qu'Elisabeth Guigou a toujours affichée, de vouloir exercer des métiers réservés en principe aux hommes. Je n'ai pas souri parce que cette femme me fascinait et me fascine toujours parce qu'il y a d'un côté cette espèce d'âge d'or hollywoodien, cette Grace Kelly qui fait sourire tout le monde, et à la fois une bûcheronne, une working girl, serial killer qui a empoigné comme rarement un homme l'a fait, peut-être à l'exception de Robert Badinter, le ministère de la Justice, pour la première fois dévolu à une femme en France. J'ai souri aussi, pas parce que j'ai entendu, ou j'ai plutôt lu un jour une phrase que j'ai adorée qui dit très jeune, j'ai été révolté par la bêtise épaisse des machos, assez nombreux parmi les Européens du Maroc où je vivais. Bonjour Elisabeth Guigou. Bonjour. Comment s'appelait cette femme, cette consul à Marrakech, qui, selon vous, vous a donné envie de faire de la politique, ou d'entrer en diplomatie, donc en politique? J'ai oublié son nom, mais je la revois. Très grande, très belle, très à l'écoute. Oui, et je me suis dit, je veux faire comme cette femme, qui était admirée par tout le monde, et qui en même temps avait su concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Je veux d'abord, peut-être avant, remercier May Chidiac. Nous sommes rencontrés il y a un peu plus d'un an à Rome. Elle n'était pas redevenue ministre, elle l'est. Bravo, toutes mes félicitations, Madame la Ministre, chère May. Vous méritez évidemment, avec toutes celles et ceux qui ont été cités ici, cette distinction. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Voilà, alors le Maroc, pour moi, d'abord, c'est évidemment de là que date ma vocation à la fois européenne et sud-méditerranéenne. C'est vraiment... je renoue avec la Fondation Anna Lindh, avec ces origines-là. Mais c'est un pays qui vous a fasciné. Il semblerait que c'est l'espèce de Big Bang comme ça qui a fait que vous avez décidé de quitter, de rentrer en France et de faire de la politique. C'était ce qui s'était passé au Maroc à l'époque où vous y viviez. Non, tous les bouleversements politiques. Moi, j'y ai vécu 18 ans. J'y suis née. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires, 2 années d'études supérieures. Et je serais bien restée. Mais le Maroc était devenu indépendant. Le système d'enseignement universitaire, en tout cas, m'appelait en France. Mais je n'ai jamais... Enfin, je retourne au Maroc avec mon mari Jean-Louis Guigou, qui est également là. Nous y retournons tous les ans. Et qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience marocaine de 18 ans quand même? D'abord, c'est que il y a dans toutes nos sociétés, les femmes sont toujours, je dirais, les plus victimes dans la société. Moi, j'avais des amis de toute confession, comme on trouve ici au Liban. Des amies musulmanes, des amies juives, des amies chrétiennes, des amies athées d'ailleurs. C'était une société très cosmopolite. Et je voyais bien que ces jeunes filles qui étaient avec moi au lycée, à la fac, avaient dans leur famille des coutumes que moi je trouvais révoltantes. Voilà. Mais quelle coutume, par exemple?
Et moi, dans ma famille, j'ai eu la chance de ne jamais souffrir de ce genre d'ostracisme, par exemple. J'ai eu un père qui a toujours considéré que j'avais le droit de faire comme les garçons. Ça, c'est formidable. Ça veut dire que les femmes et les hommes, les pères et les mères, ont un rôle fondamental à jouer dès la petite enfance dans l'éducation, pour lutter contre les stéréotypes. Il n'y a pas plus résilient, malheureusement, que ces stéréotypes sexistes. Donc moi, j'ai eu cette chance. Et je me suis dit, depuis mon adolescence, je vais me battre pour moi, certainement, mais aussi, comme le fait Maïchidia, comme on le fait ici dans cette conférence, pour les autres femmes. Mais vous vous êtes battue, vous êtes entrée en politique avec, je le répète, une poigne, une pugnacité que peu de femmes avaient. Et vous avez été combattue sur votre terrain par vos alliés. D'abord, si Daniel Goldberg et Jean Glavany nous écoutent, on va leur dire bonjour. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez qu'au sein même de votre famille politique, on vous ait combattu parce que vous vouliez que les femmes soient traitées exactement comme les hommes? D'abord, vous savez, la politique, c'est une sorte de jungle. Donc, oui. Ce genre de combat, il n'est pas réservé contre les femmes. Mais il y a une virulence, une violence particulière contre les femmes en politique. Pourquoi? En France, en tout cas. Mais ici aussi, et je crois que pardon, je vous interromps, les Maïchidia et toutes les ministres qui sont encore là peuvent vous le dire, cette espèce de reste à la maison, fais-nous un bon plat, si tu veux travailler, travaille à mi-temps, mais ne viens pas chasser sur nos terrains. Ça existe encore, c'est assez prégnant au Liban et pas qu'au Liban. Oui, mais je vais vous dire, moi alors, j'ai eu une chance exceptionnelle parce que j'ai été projetée en politique par le haut et par François Mitterrand. Oui. C'est-à-dire... Pardon, par oui. François Mitterrand, évidemment, vous devez beaucoup, presque tout en politique à François Mitterrand, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous a, qui je pense, vous a encore plus boosté, c'est Jacques Chirac, ou je me trompe? Jacques Chirac. Vous étiez sa ministre de la Justice. Et Oui, enfin, j'étais la ministre de Lionel Jospin, surtout, on était en cohabitation. Jacques Chirac était... Non, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Jacques Chirac. D'autant plus qu'actuellement, il souffre, il est bon. Mais nous étions de deux bords politiques opposés. Alors, sûr, en tout cas, si je dis François Mitterrand, c'est parce que déjà, à la fin des années 80, ce président de la République-là ne faisait aucune différence entre ses collaborateurs et ses collaboratrices, et parce qu'il a voulu, il faut de la volonté, des femmes au gouvernement. Je vois que dans le gouvernement actuel de M. Hariri, il y a cette volonté. Donc ça c'est très important. Après, si vous voulez, moi j'ai rencontré des obstacles à partir du moment où j'ai voulu être élue. Voilà. Je n'ai pas rencontré d'obstacles vraiment dans ma vie professionnelle. Je me suis battue pour ça, c'est vrai, parce qu'il faut assurer, quand on est une femme, il faut toujours prouver davantage, ça c'est clair. Mais j'ai rencontré de vrais obstacles dans ma vie d'élue. Et là, vous avez cité, hélas, quelques misogynes du Parti socialiste, ici, oui. Ce n'est pas un monopole du PS non plus. Même à gauche, il y en a encore, malheureusement, de ces vieux dinosaures-là qui n'ont pas évolué. Et donc, là, pour une femme être élue en France, c'était une vraie épreuve. Moi, j'ai subi des insultes et des injures, d'ailleurs, presque toujours à caractère sexuel, parce qu'évidemment, on attaque les femmes pour les renvoyer à leur image d'objet. Et je me souviens qu'avec mon mari, la première élection à laquelle je me suis présentée, après avoir été ministre, un jour, je me présente dans le Vaucluse, et nous étions sur une petite route charmante de campagne dans le Luberon, un de ces endroits absolument enchanteurs. Qu'est-ce que nous voyons? Nous allions à un meeting, il m'accompagnait. Qu'est-ce que nous voyons sur le bord de la route? Une énorme pierre avec écrit dessus, en grosses lettres comme ça, « Guigou égale putain ». En France? En France. Alors, alors il y a 30 ans, il faut dire. Mais vous pensez que ça a évolué? Non mais attendez, heureusement, j'étais tellement choquée, Jean-Louis était là avec moi, il m'a dit ne t'inquiète pas, ce sont des fous, j'ai dit c'est pas des fous. Et le soir, ce qui a été formidable, c'est ça la leçon que j'ai retenue,
j'ai choisi d'en parler dans ce meeting et de dire, ici, il y a des femmes qui militent, eh bien, nous allons leur dire qu'on n'a pas peur, on n'a pas peur de prendre la parole, on va les désigner pour ce qu'ils sont. Et la solidarité de toutes les femmes militantes autour de moi dans cette campagne a fait qu'ensuite, ça ne s'est plus reproduit. Ils ont effacé ces inscriptions, mais ça veut dire que la violence, si vous voulez, c'est comme si c'était un territoire, la politique électorale, réservé aux hommes, un territoire sacré sur lequel les femmes n'avaient pas le droit de pénétrer. Alors après, on a changé ça par la législation. Quand j'étais ministre de la Justice, j'ai porté le projet de loi constitutionnelle pour réformer la Constitution et imposer par la loi la parité dans les élections, avec des listes paritaires. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette façon d'imposer un quota, cette façon de rappeler à des citoyens, dans quelques pays que ce soit, que femmes et hommes, c'est exactement la même chose, ça vous gêne pas, le concept de quota, d'imposer? D'abord, moi, j'ai refusé le concept de quota. Ben oui, justement. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas 20, 25%, 30%. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Peut-être plus. La moitié. Alors, si on veut que la politique soit humaine, eh bien, il faut que les femmes soient à parité. La parité, c'est 50-50. Voilà. Alors, pas plus, 50-50. Et alors, pourquoi pas plus? C'est bien de commencer, notamment, moi, dans le gouvernement de Lionel Jospin, on était 7 femmes, voilà, sur 25 ministres. C'était déjà bien. Mais j'ai refusé les quotas en disant quoi à l'Assemblée nationale? Parce que jusque-là, en France, il faut bien comprendre ça, le discours machiste depuis la Révolution française, ça a été tout un débat. On a eu le droit de vote, mais imaginez-vous qu'en 1945, 30 ans après les femmes turques. Hein, bon. Donc, on a eu tout un raisonnement philosophique et historique qui a consisté à dire « nous refusons d'imposer en effet la présence des femmes ». Pourquoi? Parce que c'est contraire à l'universalisme républicain. Cet universalisme républicain, pendant 2 siècles, n'a servi qu'à déguiser la volonté de domination masculine. Donc on a renversé ça, mais comment? En prenant appui sur les œuvres et les recherches de philosophes, d'historiennes femmes, qui ont dit ça, ce que je viens de vous dire, et que par conséquent, j'ai plaidé devant l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel qu'on allait en effet réformer la Constitution parce que les femmes sont la moitié de l'humanité et qu'on allait imposer des législations. Et c'est passé. Alors que toutes les législations précédentes qui avaient été présentées pour faire des quotas justement de 25-30%, s'étaient heurtées au refus du Conseil constitutionnel en France. Alors ça, c'est une particularité française, mais je pense qu'elle illustre assez bien les obstacles que l'on peut rencontrer. Depuis, ce que je veux dire aussi, c'est que la législation, c'est une chose, ça fait faire des progrès. Tout à l'heure, Méchidiac a parlé du mariage civil, à quel point ce serait évidemment important. Hein. Et je la remercie de l'avoir fait, parce que c'est pas si simple, n'est-ce pas, de défendre cette idée dans les sociétés arabes à dominante musulmane, notamment. Mais je pense qu'à côté de ça, à côté des lois, il y a l'application des lois et il y a surtout les habitudes, les traditions, les stéréotypes, les cultures. Et c'est contre ça qu'il faut se battre, contre ces stéréotypes qui sont multipliés constamment à l'école. Dans les livres scolaires, on assigne les petites filles, on leur offre des dinettes. Bon, alors moi j'ai une petite fille là maintenant qui a 2 ans et demi. Je suis très contente. Vous lui avez offert un camion. De l'avoir joué à 2 ans, l'avoir joué au foot dans le jardin public. Et puis je vais vous dire, l'éducation que les femmes donnent à leurs enfants, et surtout aux garçons, est fondamentale. Nous avons un fils, quand il était petit, on avait ce problème, comment conjuguer notre vie personnelle, hein, avec Jean-Louis, nous sommes un vieux couple maintenant, et un heureux vieux couple, de plus de 50 ans, comment concilier cette vie personnelle avec une vie professionnelle et politique, parce que c'est les 3 vies qui s'additionnent. Eh bien,
on a des petites astuces. Notre fils Édouard, par exemple, quand il avait 5 ans, j'étais à l'Élysée. Alors, il trouvait que je rentrais bien tard le soir. Alors, de temps en temps, sa nounou l'amenait dans mon bureau. Je lui avais réservé un petit tiroir. Il s'asseyait là, tout sagement. Et puis, il faisait... Voilà. Je pense qu'il faut associer les enfants. Il faut leur expliquer que oui, maman travaille, comme papa. Et ça, c'est absolument fondamental. Et puis... c'est un combat toujours recommencé, voilà, il faut se dire ça. Mais justement, on est en 2019 et il y a toujours ce 8 mars, la journée internationale de la femme. Et jusqu'à quand on va continuer à garder cette journée? Jusqu'à quand on va continuer à ne pas considérer que chaque jour est une journée de la femme et que ce combat est clos? Il faudra jusqu'au moment où les femmes se sentiront complètement à l'aise dans les sociétés, où il n'y aura plus de violence contre les femmes, où le viol ne sera plus une arme de guerre. En France, encore maintenant, malgré les progrès qui ont été faits, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Voilà. Alors les violences conjugales, alors nous avons des législations pour ça, voyez, encore récemment, en France, le mouvement MeToo a libéré beaucoup la parole, quelquefois de façon excessive d'ailleurs. Donc il faut faire attention à ça. Mais j'arrivais. Mais parce qu'on a besoin, ça devrait être un combat commun des femmes et des hommes, la place des femmes. Aux Nations Unies, il y a un programme qui s'appelle He for She, lui pour elle. Bon, je pense qu'il faut absolument que les hommes se rendent compte que c'est leur intérêt d'avoir que les femmes aient toute leur place dans la société. D'abord, c'est un intérêt économique, c'est un intérêt social, c'est un intérêt de paix. Je pense que l'apport des femmes à la paix est quelque chose de fondamental. Dans la Fondation Anna Lindh, 43 pays, tous les États membres de l'Union européenne, les 15 pays du sud et de l'est de la Méditerranée, jusqu'à la Turquie incluse. Nous avons donc 43 ambassadeurs autour de la table du Conseil des gouverneurs, mais aussi, et c'est notre originalité, environ 5000 associations dans chacun des 43 pays au total. Nous travaillons essentiellement et prioritairement avec des jeunes, hommes et femmes. Nous avons une majorité de jeunes femmes. Nous travaillons sur quoi? Sur le dialogue interculturel. Depuis 15 ans que la Fondation existe. Elle a été créée pour contrer la guerre des civilisations. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Hein? Le choc des cultures. Le choc des civilisations. Il n'y a pas de choc des civilisations, il n'y a qu'un choc des ignorances. Et donc la Fondation Anna Lindh, c'est ça. Lutter contre l'ignorance pour la compréhension mutuelle. Et ce que nous observons dans à la fois les programmes que nous développons, les études, parce qu'on fait beaucoup de recherches, c'est que le rôle des femmes pour la paix, pour l'éducation, pour l'harmonie de la vie civile est absolument essentiel. Et surtout pour le changement des mentalités, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient ou n'importe où dans le monde. Ce qui est formidable, c'est que les grandes institutions internationales maintenant l'ont compris. Nous avons, nous, à la Fondation Anna Lindh, des partenariats, non seulement avec les Nations Unies, on fait partie d'un programme justement, le rôle des femmes et des jeunes pour la paix, qui est évidemment fondamental. Nous avons un partenariat avec la Banque mondiale sur le plan économique. En Afrique et au Moyen-Orient, la vitalité démographique fait que le nombre de jeunes diplômés, pas seulement non diplômés, qui arrivent sur le marché du travail est évidemment submergent, qu'il faut trouver du travail. Nous avons des partenariats avec Facebook pour lutter contre la radicalisation, contre les fake news maintenant, évidemment, les infox, comme on dit en bon français. Donc je dirais que là, le rôle des femmes est absolument fondamental parce qu'elles sont au carrefour de tous ces enjeux. Et moi, je suis très heureuse que dans nos programmes à la Fondation Anna Lindh, on ait une majorité de femmes. En vérité, on ne respecte pas la parité puisqu'on a entre 60 et 70% de Mais ce n'est pas plus mal. Vous avez évoqué tout à l'heure le mouvement MeToo qui a commencé aux États-Unis et qui a suivi en Europe et qui malheureusement, et je dis bien malheureusement, n'est pas encore arrivé chez nous. Mais comment vous vous situez par rapport à MeToo? Parce qu'il y a d'un côté, évidemment, cette espèce de lâchage des eaux, de libération de parole. Et d'un autre côté, vous avez beaucoup de femmes, je ne citerai que Catherine Deneuve par exemple, qui a osé dire « Moi j'ai envie de me faire draguer, je suis une femme, j'ai envie de me faire draguer ».
draguer, je n'ai pas envie que les hommes ne m'ouvrent plus la porte quand j'entre au restaurant ou quand je vais entrer dans un taxi. J'ai envie que, oui, quand j'ai pas envie, je gifle cette... Mais comment vous vous situez par rapport à ce débat qui a été assez violent quand même en France au moment de la signature de la tribune? Oui, c'est logique, parce que c'était une telle irruption, si vous voulez, dans le débat public, cette dénonciation par les femmes des agressions sexuelles qu'elles avaient subies, que inévitablement, d'abord il y a eu des excès, parce que moi je n'ai pas aimé comme ça des dénonciations certaines sans fondement, la plupart avec des fondements, s'agissant de ce producteur d'Hollywood qui de toute façon, oui, il avait l'air d'un gros porc, quoi, qu'il était. Bon. Mais après, il y a eu quelques excès, et c'est pas plus mal non plus qu'on dise attention, il ne faut pas non plus jeter l'opprobre. Je vais vous raconter une expérience que j'ai eue, qui m'a beaucoup marquée quand j'étais ministre de la Justice. J'ai évidemment beaucoup travaillé pour l'égalité à travers la législation des droits des femmes, et notamment des droits des mères par rapport aux droits des pères. Mais j'ai aussi été très choquée du fait que dans certains cas, des femmes utilisaient la question de la violence sur les enfants, et notamment des violences sexuelles, dans le cas de divorces difficiles. J'ai beaucoup travaillé avec les associations de pères, il y en a une qui s'appelait d'ailleurs SOS Papa, pour faire en sorte qu'on puisse comprendre et qu'on puisse développer un débat. Qu'est-ce qu'il est légitime de combattre et à quoi il faut faire attention? Un enfant a besoin de garder, quelles que soient les vicissitudes du couple de ses parents, a besoin de garder le lien avec son père et avec sa mère. Et ça, je crois qu'il faut faire très attention. Alors après, Catherine Deneuve, elle a réagi contre... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle a réagi contre certains excès. Et c'est très bien que ce débat ait pu se développer. Maintenant, je trouve qu'on est revenu à des choses... Enfin, en tout cas, il y a une prise de conscience très bien. Et si je peux pas vous avoir en face de moi et ne pas parler des Gilets jaunes, où les femmes, depuis le début, quel que soit l'avis qu'on a sur le mouvement et sur son évolution politique, où les femmes ont tenu vraiment un rôle, et on le voyait dans tous les reportages qui ont été consacrés sur tous les écrans de télévision et dans les journaux, un rôle très important. Les femmes étaient extrêmement engagées dans cette espèce de révolte, de cri de révolte, en tout cas au début. Comment vous expliquez ça? C'est assez simple. Vous aviez des jeunes femmes et des femmes plus âgées. C'est quoi? C'est ces jeunes femmes qui sont chefs de famille monoparentales, parce que leur compagnon, le père, est parti, qui élèvent toutes seules leurs enfants, qui ont des tout petits salaires, quelquefois des salaires d'emploi à mi-temps, qui ont une vie dans laquelle elles galèrent d'un endroit, elles courent d'un endroit à l'autre, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'était beaucoup ça. Et puis vous avez des femmes plus âgées, des retraités, qui, parce qu'elles ont élevé leurs enfants, parce qu'elles ont très peu travaillé, voire pas du tout, ont des toutes petites retraites, qui sont seules aussi souvent. Et donc vous aviez ces images et ces exemples et ces personnes qui représentent ces femmes, si vous voulez, dont on ne parle jamais, ou pas assez, dans la société. Moi, j'ai été élue 15 ans députée de la Seine-Saint-Denis. Je n'ai cessé d'être avec ces jeunes femmes, ces femmes plus âgées, qui étaient dans ces situations-là de misère et qui continuaient à se battre. C'est pour ça que le combat individuel, les femmes emblématiques, c'est formidable, parce que ça montre que rien n'est fermé et qu'on ne peut pas, accepter les plafonds de verre. Quand il y a un changement social, culturel ou politique, il y a toujours une femme derrière. Bon. Mais il faut aussi avoir un combat social. Il faut un combat social. Les femmes sont plus nombreuses au chômage, plus nombreuses dans la précarité, plus nombreuses dans la pauvreté, plus nombreuses dans les victimes de violences. Donc il faut un combat social. Et moi j'ai pris le mouvement, surtout au début des Gilets jaunes, c'était ça. C'était toute une catégorie de gens, alors pas seulement des femmes, mais qui étaient ignorées, qui étaient laissées à l'écart, qui étaient... après, évidemment, vous avez toutes sortes. Il y a eu il y a toujours beaucoup de violence, parce que des extrémistes, des anarchistes, des fauteurs de violence et de troubles se mettent dans ces manifestations qui, surtout au début, n'étaient pas du tout organisées, qui maintenant le sont un peu plus,
pour en profiter, pour casser. Devant chez nous à Paris, voilà, toutes les vitrines qui défilaient sur le boulevard Montparnasse, les vitrines de banque, les vitrines d'assurance, ceci est absolument inacceptable et il faut que le retour à l'ordre puisse revenir. Mais ça n'empêche pas que le combat, encore une fois, de ces catégories sociales délaissées soit quelque chose à laquelle il faut remédier. Le temps part vite avec vous. Juste une question avant de voir s'il y a des questions là. S'il y a une femme française que vous retiendrez, ça serait qui? Simone Veil. Moins prévisible? Ah ben non. Non, mais parce que Simone Veil, mais même quand on n'est pas français, c'est Simone Veil. Vous savez pourquoi Simone Veil? Pourquoi? Parce que, en dehors de sa figure emblématique, que tout le monde connaît, on connaît sa vie publique, on connaît tous ses engagements, elle a été une merveilleuse présidente du Parlement européen, elle a surmonté la Shoah, enfin bon. Moi, j'ai connu un aspect de Simone Veil qui était beaucoup plus secret, et quand je l'ai révélé au moment de sa mort à ses fils, ils n'en ont pas été surpris parce qu'ils savaient que leur mère avait des engagements comme ça qu'elle gardait pour elle. Alors moi, je vais vous dire pourquoi je vous dis Simone Veil, envers et contre tout, même si ce n'est pas original. Il y a, au début, quand j'étais élue en Seine-Saint-Denis, il y a une jeune femme, une Française d'origine marocaine, enseignante d'anglais dans un lycée professionnel, un de ces lycées qui sont des ghettos, qui vient me voir et qui me dit, voilà, je sais que vous êtes née au Maroc comme moi, je souffre de voir l'antisémitisme ordinaire chez les jeunes de mon lycée professionnel, dans des classes de 3e, seconde, etc. Je voudrais faire quelque chose contre ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Je dis oui. Et donc, de fil en aiguille, cette jeune femme à qui j'ai ouvert les portes, mais c'est elle qui a tout fait, on a amené non seulement ces classes, mais tout ce lycée à comprendre la Shoah à travers toute une préparation avec des victimes, justement, de cette époque, des enfants cachés, des anciennes combattantes et anciens combattants. Et j'ai invité Simone Veil, que je connaissais parce qu'on avait milité pour l'Europe ensemble des années auparavant. Je lui avais dit, est-ce que vous voudriez venir être la marraine de ces promotions? Et elle est venue chaque année. Elle est venue entre 2003 jusqu'en 2011, où elle a commencé à être malade. Chaque année, elle est venue dans la cérémonie qui, au mois de juin, dans ce lycée, faisait une grande fête où les jeunes qui revenaient d'Auschwitz, qui étaient allés de l'autre côté de la Méditerranée, dont ils étaient pour beaucoup originaires, qui avaient compris qu'il n'y avait pas d'avenir dans le choc des civilisations, ces jeunes étaient là et fiers de montrer qu'ils avaient surmonté tout ça. Alors voilà, pour moi, Simone Veil, c'est ça, c'est la permanence, c'est la discrétion au-delà de la femme engagée publiquement. Merci beaucoup, Elisabeth Guigou. Merci Madame Guigou, merci Ziad.